Merci. Bonsoir à toi. Merci Albert Claude. Donc je vais vous présenter la suite d'Olivier. Donc la suite, alors j'ai mis moi pas qui fait quoi, mais qui pourrait faire quoi à l'hôpital et ailleurs, parce que je pense que ça va être le rôle de l'Académie de chirurgie, des CNP et des structures médicales de façon plus générale, de prendre en main directement un certain nombre de sujets pour éviter de faire le café du commerce qu'on voit à la télévision sur toutes les chaînes tous les soirs et qu'on se base sur des arguments pour essayer de proposer des solutions. Alors, messieurs, j'aime... Voilà. Parfait. Alors, je voudrais tout d'abord rappeler que ça a été évoqué par Dr Porcher tout à l'heure, la grippe asiatique en 57-58 qui était passée complètement en dehors des circuits des grands médias, puisqu'à l'époque, avec une seule chaîne de télévision, a tué entre 15 et 25 000, et non pas 100 000, comme c'est écrit partout, personnes pour 44 millions de Français. Que la crise de Hong Kong en 69 a tué 31 000 personnes pour 50 millions de Français, et que les conséquences de ces deux épidémies avaient abouti, notamment pour la seconde, à la rédaction de plans de crise qui existent, qui n'avaient pas été toujours actualisés, mais dont certaines personnes avaient complètement oublié le fait que ces plans de crise existaient. Et donc il faut s'arranger pour que justement la crise du Covid puisse être suivie d'effets. Donc ça c'est le premier amendement, c'est une question générale que je ne traiterai pas ce soir. La deuxième, c'est à propos, alors Xavier Martin, on l'a évoqué, c'est un point très important, on va y revenir après pour la reprise des activités chirurgicales, mais comment assurer et contrôler l'ensemble du matériel et de la logistique, les masques, les tests, etc. Là encore, c'est un sujet très vaste. Et puis, là, ça vient d'être évoqué par Olivier et repris par Albert Claude, la décision nationale ou la décision centralisée, c'est également un autre sujet, il faut probablement un mixte des deux. Alors, je voudrais vous rappeler que cette crise, elle est arrivée, et en me centrant sur la chirurgie, et quand je dis chirurgie, je fais interventionnelle, et je fais toute l'endoscopie opératoire, quelle que soit une spécialité. Il y a trois grands éléments. Il y a les établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés. Il y a tout ce qui est la médecine de proximité. Et puis, il y a la santé publique. Sur les établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés, actuellement, il y a deux grands chantiers qui étaient en cours au moment où la crise est arrivée. C'était d'une part Ma Santé 2022 et d'autre part toute la discussion que Olivier a évoquée sur les modifications, la réforme des régimes des autorisations. Et en sachant que dans le public, il y avait la réforme des GHT qui continue de se mettre en place, et que dans le privé, la restructuration d'une bonne partie du privé avait déjà été faite. Et les autres choses qui sont importantes sur le plan des établissements de santé, et qu'il faut prendre en compte, c'est d'une part l'ambulatoire qui ces dernières années a augmenté considérablement puisqu'on est passé, alors là il y a une différence entre le privé et le public puisqu'on est de l'ordre en gros de 40 à 50% dans le privé et de 70 à 80% dans le public et de 70% dans le privé. Il y a un autre sujet que j'évoquerai qui sont les hôtels patients qui auraient pu servir énormément au moment de la crise sanitaire si la Caisse nationale d'assurance maladie avait bien voulu, et je crois que Jacques est encore là, avait bien voulu participer au financement. Et puis il y a deux éléments dont je ne parlerai pas, mais qui sont également importants, c'est les établissements de suite et réadaptation et les EHPAD et le médico-social. Et puis d'autre part, il y a un autre grand acteur qui est la médecine de proximité dans le sens général, c'est-à-dire la médecine générale de proximité, la médecine de spécialité, notamment tous les spécialistes libéraux, toutes les modifications ou réformes qui sont en train ou en cours de discussion ou de mise en place, qui sont les maisons médicales, les CPTS, les plateformes, etc. Il y a, et c'est prévu dans Ma Santé 2022, les établissements de proximité, qui seraient des établissements
hospitalier, entre guillemets, mais géré par les médecins de proximité. Et puis, il ne faut pas oublier, c'est qu'en France, il y a un secteur paramédical, dans le sens très large, qui est très important dans cette médecine de proximité. Et puis, la santé publique, je vais y revenir un peu plus tard. Et donc, sur ce petit schéma-là, on a vu très bien que les établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés, ont eu une réactivité considérable, que l'ambulatoire a complètement disparu pendant 2 mois, que les hôtels patients n'existaient pas, et que d'autre part, on a vu les difficultés qu'il y a eu à la fois pour leur protection et également sur les plans logistiques de matériel, les difficultés et la tension qu'il y a eu au niveau de la médecine de proximité, dont certains médecins généralistes se sont fait l'écho. Alors, la chronologie, je vous rappelle que sur le plan notamment chirurgical, le premier plan blanc qui était limité aux hôpitaux de Creil, Compiègne, date du 25 février avec la déprogrammation dans ces hôpitaux. Puis, dans le Grand Est et en Île-de-France, il a été démarré le 6 mars, avec l'assistance publique qui a été, mis à part ces 2 hôpitaux-là, le premier a commencé la déprogrammation le 12 mars, puis le plan blanc national le 13 mars, et par les biais des ARS, le 28 mars, le déclenchement de la déprogrammation nationale. Qu'est-ce qu'on peut faire comme constatation? Les 2 objectifs de notamment la déprogrammation, le premier objectif, c'était de préserver le débordement des soins critiques. Catherine Pogam en a parlé tout à l'heure. On peut dire que ça a été un succès, puisque en France, globalement, les soins critiques, soins continus, soins intensifs, réanimation, ont pu s'adapter en multipliant à peu près par 3 le nombre de lits, et ça grâce d'une part à la déprogrammation chirurgicale qui a été faite de façon rapide et efficace, et au transfert d'énormément de personnel médical, notamment les anesthésistes réanimateurs, mais également d'autres spécialités dans différentes branches d'activité, et également une implication considérable du personnel non médical. Seulement, il faut se poser la question, et je pense que c'est un sujet qu'il faut qu'on étudie, c'est que, brutalement, il y a eu, dans toute la France, 80% de déprogrammation et à peu près entre 15 et 20% d'activité ou d'urgence réelle ou de semi-urgence de malades, notamment en cancérologie, qu'on ne pouvait pas faire attendre, et tout le reste a été supprimé. Imaginez qu'il y ait eu un tremblement de terre ou un attentat terroriste en même temps, il y avait un problème majeur, car ce qui a pu être fait pour renforcer les soins critiques a été pris sur une autre activité. Et donc il y a eu 2 problèmes en même temps, on ne pouvait pas répondre. D'autre part, la deuxième conséquence, c'est que manifestement, il y a potentiellement, actuellement personne n'a de chiffre, potentiellement il peut y avoir au niveau individuel des pertes de chance du fait de la déprogrammation, probablement, et du fait notamment de la réactivité des CNP, de la FSM et des recommandations des différentes spécialités chirurgicales, ça sera limité puisque ça a été très rapide. Par contre, et ça a été évoqué déjà par 2 orateurs, il y a le problème de la saturation, de la reprise chirurgicale, je vais y revenir. Et puis le deuxième objectif, c'était de limiter la pandémie. Sur cette limitation de pandémie, on voit encore, il y a toujours des discussions. Le succès a été relatif parce que probablement que la médecine de ville n'a pas été mise suffisamment en condition de pouvoir réagir aussi bien, qu'il y a probablement eu, enfin il y a eu sûrement des problèmes de nombre de tests possibles, et donc en conséquence de ça, des choix qui ne pouvaient pas être autrement, mais qui ont été mal vécus. Et puis surtout, c'est que dans la majorité des cas, quand un cas de Covid était diagnostiqué et qu'il n'était pas médicalement grave, il était remis dans son environnement familial, ce qui a eu pour conséquence de multiplier le nombre de cas dans le milieu familial notamment. Sur le plan de la reprise chirurgicale,
2 mois d'activité chirurgicale opératoire, et chirurgicale dans le sens large. C'est 850 000 opérés en France, ça c'est basé sur les chiffres de 2019. En mars-avril, 20% de l'activité a été faite, 80% a été déprogrammée. Ce qui fait que, pour compléter ce qu'a montré Hubert tout à l'heure, qui a montré en pourcentage et en nombre absolu la diminution de malades opérés mois par mois, il y a tous ces malades non opérés qui ont diminué, mais actuellement, il y a donc par semaine 80 000 malades qu'il va falloir reprogrammer plus ou moins rapidement en fonction des nécessités médicales, et que ces 80 000 malades qu'il va falloir reprogrammer s'ajoutent au nombre de malades que de façon courante on opère et qu'on n'a pas pu opérer puisque les consultations ont été arrêtées, et qui, compte tenu de l'activité de 2019, représentent 95 000 malades. Donc, il y a par semaine une quantité de malades chirurgicaux qui est très importante, qu'il va falloir reprogrammer. D'autant plus que en mai, il est évident qu'actuellement l'activité, elle est en gros en moyenne sur la France, même si localement, comme l'a dit Xavier Martin, il peut y avoir des différences, mais de l'ordre de 50%. Actuellement, moi je suis dans le groupe qui s'occupe de ça, l'assistance publique. L'assistance publique était descendue à moins de 15% d'activité au début et maintenant à 50% d'activité, et c'est le chiffre global. Mais on arrive dans une période qui est celle de juillet et août, et Hubert l'avait montré, en juillet là, il y a les vacances, en août aussi, et donc il va y avoir obligatoirement un problème, ne serait-ce que parce que beaucoup du personnel paramédical des blocs opératoires a été utilisé et dans un état de fatigue considérable, et donc ça posera également un problème. Et puis, pourquoi il y aura un décalage? C'est parce qu'il y a eu non seulement la fermeture des blocs, mais également la fermeture des consultations, et que cette fermeture des consultations entraîne un retard au diagnostic, et donc les gens qui auraient dû être théoriquement opérés ne sont même pas venus consulter, donc on les aura forcément. Deuxième sujet, et donc je pense que ce sujet-là, il va falloir qu'on le traite et qu'on y réfléchisse dès maintenant. Deuxième sujet, Olivier l'a évoqué, celui des ARS. Autant ça a été très rapide et assez efficace sur le déclenchement du plan blanc, et c'est logique, c'est plus facile de fermer que d'ouvrir, autant il y a des difficultés pour la cessation du plan blanc. Dans la mesure où on voit très bien, et Olivier l'a dit, il y a la tentation de certaines ARS de travailler tout à fait largement avec les professionnels de santé, et il y en a d'autres qui sont très administratives et qui veulent en effet dire l'opération CB 22-24 on peut la faire, la 23 on ne peut pas la faire, ce qui est totalement inadmissible, et même les CNP on raisonne en famille d'actes et pas du tout en actes eux-mêmes. Et donc ça, c'est un point important, car ce n'est pas aux ARS de déterminer de façon individuelle ce qui peut être fait ou pas, c'est aux professionnels de santé. Alors, les facteurs influençant la reprise, Jacques Caton m'a coupé l'herbe sous le pied, puisque les voilà. Donc il y a les recommandations médicales qui ont été définies, il y a l'évolution de la pandémie, pour l'instant c'est plutôt favorable. Il y a le fait qu'il a aussi, les professionnels ont beaucoup insisté parce que certaines ARS voulaient faire des établissements Covid+, et Covid-, on leur a dit que ça ne tenait pas debout et qu'il fallait faire des circuits Covid+, et Covid-. Il y a les capacités en soins critiques qu'il faut avoir à l'idée à la fois pour les malades Covid et à la fois pour les malades chirurgicaux classiques, vous savez quand même, les malades chirurgicaux qui étaient en réanimation. Il y a tout le temps nécessaire des remises en état des salles opératoires ou des SSPI qui avaient été transformées en soins intensifs ou en réanimation et qui nécessitent un temps minimum de remise en état.
D'autre part, il faut savoir que du fait d'un certain nombre de préconisations sanitaires, les temps non chirurgicaux entre les interventions et du fait des protections des personnels et des différentes recommandations, eh bien, on peut aller un peu moins vite qu'avant. Et donc, le temps de vacation offert utilisable diminue. J'en ai parlé, il y a la disponibilité des soignants et il est sûr que tout le monde ne va pas pouvoir brutalement travailler à 100% pour la chirurgie. Xavier l'a évoqué, il y a le problème du rationnement des médicaments et c'est une réalité. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a la réticence d'un certain nombre de patients. On remarque à la séance publique que c'est en train de basculer, mais c'est vrai que jusqu'il y a très peu de temps, les gens ne voulaient plus venir à l'hôpital. Et on a vu notamment que, même pour des urgences non chirurgicales, les AVC et les infarctus, il y a eu des chutes venues aux urgences à peu près considérables. Il y a deux sujets qui paraissent urgents, qui sont le problème de la reprise en ambulatoire. Tout le monde est d'accord pour dire que les urgences doivent être opérées rapidement et qu'elles n'ont pas ou très peu été influencées par le Covid. Les malades qui sont en perte de chance si on ne les opère pas dans un temps raisonnable. Mais il faut se poser la question de la chirurgie ambulatoire, parce que la chirurgie ambulatoire, d'une part, c'est rassurant pour le patient, parce qu'il ne passe pas de temps, ou très peu de temps à l'hôpital, parce que ça n'embolise ni des lits classiques, ni des soins critiques, ça ne nécessite pas donc de médication spécifique, ça facilite la programmation au bloc qui peut être fait beaucoup plus facilement, ça permet d'être effectué avec des charges de malades, des charges de travail plus faibles, aussi bien pour les anesthésistes que pour les soignants, et donc ça leur permet de refaire une reprise chirurgicale, pas forcément avec des malades qui sont hyper compliqués. Et puis d'autre part, si on reprend l'ambulatoire, ça peut s'arrêter du jour au lendemain, voire même d'une heure à l'autre, de façon très facile, si pour une raison ou pour une autre, le Covid, enfin la pandémie redémarrait. Et enfin, ça permettrait, si on reprend l'ambulatoire, tout ce qui est fait en ambulatoire, et qui est possible de faire en ambulatoire assez rapidement, ça va être un bon moyen de tester la reprise chirurgicale et éventuellement les nouvelles organisations. Et la deuxième chose qui est importante de décider, c'est que ces décisions de reprise dans les établissements, je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit précédemment, il faut le moduler en fonction des régions, c'est évident, et que cette décision de reprise à l'intérieur des structures, qu'elles soient privées ou qu'elles soient publiques, mais notamment quand elles sont publiques, ça doit être une décision partagée entre les chirurgiens, les anesthésistes et les directions administratives. Il est hors de question, car on a vu que les professions médicales avaient été capables de réagir de façon même beaucoup plus rapide que certaines administrations au problème. Elles sont capables de faire le mouvement inverse, et c'est à elles de le faire. Et d'autre part, c'est à elles, toutes spécialités confondues. Il ne s'agit pas que certaines spécialités disent c'est nous qui décidons si on prend ou si on ne prend pas. Ça doit être un échange égalitaire. Alors il y a un sujet, cette crise nous a également montré qu'il y a un sujet considérable à voir en France. C'est l'organisation de la santé publique. J'ai calculé, il y a 12 agences ou hauts conseils qui s'occupent de la santé publique en France et qui s'en occupent pour beaucoup d'entre elles sans aucune connexion, que ce soit pour l'épidémiologie ou les statistiques, avec la médecine du terrain. La médecine du terrain, que ce soit le médecin généraliste ou que ce soit les spécialistes, qu'ils soient hospitaliers, privés, libéraux, etc. Et je pense qu'il va falloir avoir une réflexion, car à la fin de la période la plus importante du Covid, on s'aperçoit qu'il y a encore, sur le plan épidémiologique, un nombre de questions qu'on se pose pour lesquelles il n'y a aucune réponse, alors que si on avait organisé très rapidement, notamment au niveau des médecins généralistes, par lesquels sont passés la plupart des malades, des systèmes d'information rapide qui seraient remontés, on aurait une réponse à ces questions. Et d'autre part, l'autre sujet, qui revient au même mais qui est à plus long terme, c'est celui de l'accès des big data et des traitements des big data qui ne doit plus se faire par des
des structures purement des agences, mais également avec les professionnels de santé. Et c'est là où le rôle des académies et des sociétés savantes est absolument indispensable. Attendez, je m'excuse, 30 secondes. Joël. J'en profite de cette micro-interruption pour vous demander à tous si vous en êtes d'accord, parce que les sujets sont passionnants, je trouve qu'on n'est pas du tout fatigué, et il faudrait que vous donne un tout petit peu de temps, si vous êtes d'accord, pour ne pas terminer à 17h comme c'était prévu, et j'ai pas de 17h30, pour que tout le monde puisse encore intervenir et permettre à notre président de conclure sur des aspects essentiels qui sont qui ont l'éthique médicale en back-office et en nécessité absolue. Merci François de continuer. Si vous êtes d'accord, on terminera donc à 17h30. On n'est pas pressé, on y va. On pourra suivre la discussion. Voilà. Alors, j'ai plus que 3 diapos. Donc, les questions à résoudre actuellement, je pense que celle-là, je vais aller assez vite, puisque le problème des rémunérations, c'est pas nous qui allons le régler, et qu'on se rend compte, et en fin de compte, qu'il va falloir faire une action là-dessus. Je voudrais insister surtout sur le problème des formations et le problème des écoles pour le personnel paramédical, parce qu'on dit qu'on manque de lits, etc. On manque surtout de personnel, et que je vous rappelle que depuis un certain nombre d'années, les robinets d'ouverture de la formation des infirmières dans les écoles d'infirmières avaient très nettement diminué. Donc s'il n'y a pas d'infirmières, on pourra rajouter des lits, ça ne changera pas grand-chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut intégrer les nouveaux métiers, et que cette pandémie, et nous sur le plan chirurgical, fait qu'on doit avoir une réflexion sur les nouveaux métiers qui pourraient nous aider. Et enfin, il y a un problème qui est un problème manifeste, puisque vous savez qu'au niveau du personnel médical, et notamment des anesthésistes, à l'assistance publique comme ailleurs, il y a eu un certain nombre d'anesthésistes qui étaient dans le libéral, qui sont venus aider à l'assistance publique. Il y en a un certain nombre qui seraient prêts d'ailleurs à rester dans les hôpitaux publics, et qui ne resteront pas parce que les hôpitaux publics ont actuellement un blocage complet sur le plan des rémunérations. Et donc là, il y a un sujet qui est manifeste de réfléchir au problème des rémunérations des personnels médicaux. Ça pose un problème idéologique, puisqu'il y a un certain nombre de gens qui considèrent que tout le monde doit faire le même travail et être payé pareil, alors que manifestement la crise a montré que c'était peut-être pas la solution la plus évidente. Et puis d'autre part, les structures médicales, je vais y revenir juste après, il faut peut-être réfléchir à la manière dont elles doivent fonctionner. Le problème des lits, vous savez que depuis déjà maintenant 3 ou 4 ans, on dit que le problème majeur, c'est le problème des lits dans les hôpitaux, notamment dans les hôpitaux publics. Actuellement en France, tout secteur confondu, il y a 408 000 lits d'hospitalisation, donc 5 800 en soins critiques et réanimation. La principale cause de la diminution du nombre de lits par rapport à 10 années auparavant ont été faits que les lits ont été requalifiés différemment, et ils sont sortis du nombre de lits aigus, que d'autre part la DMS a considérablement diminué en chirurgie, puisque globalement elle est passée d'à peu près en 10 ans 10 jours à 4 jours, que l'ambulatoire a accéléré le mouvement, et que en fin de compte, le problème majeur actuel, c'est pas les lits qui manquent, c'est que parmi les lits qui sont présents, du fait d'une absence de personnel non médical, les lits ne sont pas ouverts. Et donc, le problème des lits, c'est le problème du personnel non médical pour faire fonctionner les lits. D'autre part, il faut qu'on ait une réflexion sur la flexibilité en cas de pandémie ou de catastrophe naturelle ou par attentat, etc. Et donc, c'est là où j'en reviens à l'organisation de nos services et de nos structures. Le secteur privé n'a pas de lit attribué par service de spécialité. Le service public fonctionne comme cela. Quand j'étais chef de pôle à la Pitié, j'avais créé des lits mutualisés entre 9 spécialités chirurgicales qui ont permis d'avoir une souplesse de fonctionnement qui était considérable. Et je pense qu'il faut qu'on réfléchisse en chirurgie avec un système qui est mixte entre le secteur public et le secteur privé pour qu'on
puisse avoir un système de lits spécialisés d'une part, parce que ça reste indispensable pour certains types de malades, mais de lits également mutualisés d'autre part, et qui sont des lits d'ailleurs qui, en cas de crise, pourraient servir et être transformés en soins intensifs, par exemple. Et d'autre part, actuellement, et Olivier Goëon-Messonnière le sait aussi bien que moi, on est en discussion avec le ministère sur les problèmes des lits de surveillance continue dans les services de chirurgie ou dans les structures chirurgicales. Et il est évident que la crise sanitaire actuelle est un argument considérable pour qu'on continue de défendre ces lits de surveillance continue qui, s'ils avaient existé de façon plus importante, pouvaient être transformés très rapidement en lits de soins critiques pour une pandémie quelle qu'elle soit. Et puis, dernier point, c'est les hôtels patients. Vous savez qu'il y a 4 ans, c'est un sujet qui a été traité, notamment par les chirurgie, et qu'une expérimentation a démarré, mais cette expérimentation a démarré avec un refus de la Caisse nationale d'assurance maladie de définir, ne serait-ce même que de définir un prix pour pouvoir que les gens s'investissent dans ce projet-là. Or, les hôpitaux patients, s'ils avaient existé, auraient permis de mettre tous les malades contacts des malades Covid+, dans des structures qui n'étaient pas les structures familiales. Et je pense que ce sujet-là est un sujet très important à remettre en discussion, et j'espère qu'on pourra en discuter et que Jacques va nous aider. Dernier point, enfin 2 derniers points rapides, le pourcentage des soignants non soignants. Vous savez qu'en France, pour un administratif à l'hôpital, il y a 2 soignants. En Allemagne, pour un administratif à l'hôpital, il y a 3 soignants. En France, 35% des personnels de l'hôpital ne sont pas ni des médecins ni des infirmières. Je pense que ceci doit être réfléchi. Il est évident qu'il faut des personnels administratifs, mais est-ce qu'on a besoin? On est le 4e pays à avoir autant de personnel administratif. Dernier point sur lequel il faudra réfléchir, je n'irai pas plus loin, c'est les urgences. La crise des urgences a été réglée par le Covid-19. Les urgentistes se sont retrouvés avec des urgences vides. Alors il est évident que ce n'est pas le bon moyen de traiter le problème des urgences, mais je pense que ça doit quand même faire réfléchir. Pardon ? Dernière chose, merci. Dernière chose, les alternatives à l'hospitalisation classique. Je pense que cette crise doit continuer de faire réfléchir sur l'ambulatoire chirurgical et médical, parce que c'est un moyen beaucoup plus souple, pas pour tous les malades, mais pour une grande partie des malades, de réagir à des phénomènes brutaux comme ceux qu'on a vus, et qui va permettre également de modifier les organisations et les flux. Je vous rappelle qu'il y a actuellement une discussion au niveau des CNP et également du ministère sur l'ambulatoire localisé, c'est-à-dire des structures médicales ou chirurgicales purement ambulatoires, non reliées forcément à des structures hospitalières, et même des cabinets chirurgicaux, puisqu'il y a une réflexion chez les ophtalmos sur le problème des cabinets chirurgicaux. Faut-il les faire, faut-il pas les faire? Je pense que c'est un sujet qu'il faut mettre à l'ordre du jour. Et puis, les hôtels patients, je vous en ai parlé. 2 derniers points, la téléconsultation. Je sors d'une conférence téléphonique sur la téléconsultation à l'assistance publique. Même l'assistance publique est en train de réagir à grande vitesse sur la téléconsultation, et notamment sur la téléconsultation en chirurgie. Je crois que c'est également un sujet important. Et puis je crois qu'il faut qu'on propose de façon non démagogique, mais de façon efficace, une modification de la gouvernance dans les établissements, qu'ils soient d'ailleurs publics comme privés, parce que aussi bien la partie administrative pour l'hôpital public que les opérateurs de santé pour l'hôpital privé veulent avoir toujours la main. Je pense que là, l'ensemble des professionnels ont montré qu'ils étaient capables de gérer une crise de façon efficace, et que cet argument-là doit dire, il ne s'agit pas de dire que c'est les médecins qui doivent commander à l'hôpital,
final, ce ne sera pas plus les médecins que les administratifs, mais il faut avoir une gouvernance qui est équilibrée et qui est décisionnaire. Le fait qu'actuellement les médecins n'aient qu'un avis consultatif, mais pas un avis décisionnaire dans les structures d'établissement de soins, me paraît quelque chose qui doit être supprimé. Je vous remercie. Merci beaucoup Olivier, merci François. Alors effectivement, donc il y a beaucoup de questions. Parmi celles qui sont arrivées par écrit, bon, elles se recoupent toutes. C'est le millefeuille administratif, la multiplication des administrations, des agences, des étapes décisionnaires. C'est un constat que nous faisons tous, et on a l'impression que, me semble-t-il, tout ça ne favorise pas la réactivité. Olivier, François. Je voulais dire, la première, ça ne favorise pas la réactivité, mais c'est en plus dangereux. Je vais vous citer, il y a des combats tous les jours. C'est un sujet, l'organisation de la formation continue n'a jamais été ma tasse de thé. Mais vous avez actuellement une agence qui a été créée, qui était un organisme, qui a voulu s'occuper du DPC des gens, et contre laquelle on est en train de se battre. Et pour la première fois, on va avoir un front uni, FSM, médecins généralistes, CNOM et les doyens. Cette agence, au moment où apparaît la recertification, en cachette, avec d'autres agences, avec les IGAS, avec etc., envisageait de dire « Ah ben, nous avons une agence, ah ben, nous nous occupons déjà de ça, on veut gérer l'ensemble des fonds concernés et on est prêt à assurer la certification et la recertification des médecins. » Les autres professionnels aussi, ce serait bien. Eh bien, ça, c'est un exemple de danger mortifère du millefeuille administratif. Parce que je parle d'une agence, mais il y en a deux autres qui sont derrière à dire « Ah ben nous, on pourrait le faire aussi parce qu'on a un système informatique. » On voit la HAS arriver et dire « Ah ben moi, je me suis occupé de l'accréditation, je pourrais faire le reste. » Alors ils sont plus d'accord, et ainsi de suite. Il faut sortir de ça et que tous ensemble, on dise « Profite de cette malheureuse situation pour reprendre la place qui est normale, celle dont vient de dire François, une gouvernance équilibrée des choses. » Alors ça veut dire, une des conséquences, parce qu'il faut être honnête et il faut le dire, une gouvernance équilibrée, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des médecins et des chirurgiens qui acceptent de s'impliquer pour cette gouvernance. Parce qu'on sait très bien que les gens disent ça et qu'avant la loi HPST, le taux moyen de présence des médecins et des chirurgiens dans les CMEL de l'époque, c'était 10%. C'est-à-dire que les gens ne venaient jamais et après ils disaient c'est l'administration qui fait tout. Donc il faut un petit peu, c'est là le bon cas des pôles. Quand les pôles ont été créés, on a vu très vite les pôles dans lesquels les médecins ou les chirurgiens s'impliquaient et étaient des vrais co-décisionnaires avec les directions, et ceux où ils ne s'impliquaient pas. Donc c'est facile de dire on veut le pouvoir et puis quand on l'a, on ne fait rien. Donc je pense qu'il ne s'agit pas de dire il ne faut plus qu'il y ait de directeur, mais il faut que le directeur, la demande elle est simple, il faut que le directeur ou les directeurs et les médecins qui sont en charge de la gouvernance soient tous les deux décisionnaires, charge à eux de trouver des compromis pour avancer. C'est ce qui a été fait in facto pendant la crise. Donc il n'y a pas de raison qu'on soit plus idiot en dehors de la crise que pendant la crise. Donc je pense qu'il faut cesser les discours genre certains urgentistes qui disent n'importe quoi, et qu'il faut simplement dire on a prouvé qu'on pouvait le faire, maintenant on le fait, mais il faut qu'il y ait des volontaires pour le faire. Mais la question que tu poses, François, c'est un peu aussi la question des sociétés savantes. Moi je trouve que dans cette affaire, les sociétés savantes, elles et les CNP ont joué leur rôle. Absolument. Mais ce rôle est extrêmement important parce que pour que le praticien puisse s'appuyer vis-à-vis dans la discussion vis-à-vis soit des anesthésistes, soit d'autres chirurgiens, soit de l'établissement, et ou que les établissements puissent s'appuyer contre les ARS, enfin voilà. Tout ça part des recommandations médicales des sociétés savantes. Et je reviens sur ce que tu disais.
Je ne suis pas sûr. Je connais des sociétés savantes qui travaillent très bien. Et j'en connais qui travaillent moins bien. Et c'est probablement lié aussi à une implication des médecins. Parce que tout ça, ça prend du temps. Et donc, probablement, il faut qu'on soit tout à fait conscient que c'est à nous de faire le job. Et c'est comme ça que le job sera bien fait. Oui, mais c'est pour ça qu'il y a les CNP Uber et qu'ils commencent à être connus. Oui. Après la déclaration que j'ai faite contre les ARS, à ce jour, je ne dis pas qu'ils disaient la vérité, mais j'en ai 4 qui m'ont appelé, dont le président de leur collège, en disant qu'ils souhaitaient que ça aille vers ça. Mais ça veut dire 4. Je peux poser une question aux deux orateurs. Est-ce que vous saisissez peut-être l'opportunité, parce que vu la décision, la déclaration du président de la République sur le grand effort pour l'hôpital de demain, on va construire l'hôpital de demain, le plan Marshall de la santé pour demain, etc. Comment est-ce saisir la balle au bond et faire qu'on ne retombe pas dans les travers antérieurs et qu'on repasse dans le système du millefeuille. Et par exemple aussi une question peut-être centrale, c'est la crise a montré que non seulement il y a les soignants, mais il y a tous les personnels techniques, sociaux, et il n'y a pas seulement les administrations qui interviennent dans la vie du système de santé. Il y a le système social autour de l'hôpital doit être ouvert, il y a tous les métiers techniques, donc il y a véritablement une communauté hospitalière très vaste dans laquelle tous ces personnels-là ne se sentent pas chez eux, ils sont pilotés par l'administration, et ils ne se sentent pas partie prenante. Et on a besoin d'eux. On a vu qu'on a énormément besoin d'eux pour, je ne sais pas, les repas, etc. Tout doit fonctionner ensemble. Est-ce que là, il n'y a pas une opportunité pour être, nous, les médecins, les chirurgiens, un petit peu les porteurs de cette modification de regard sur le système? Il y a un exemple typique, c'est celui des ingénieurs biomédicaux. Actuellement, dans la réflexion qu'il y a sur les blocs opératoires de demain, il est évident que le rôle des ingénieurs biomédicaux et des équipes qui peuvent être avec eux devrait changer complètement. Et ils devraient être intégrés totalement dans les blocs opératoires et faire, les blocs opératoires, la radiothérapie, tout ce qui nécessite un investissement technique important. Et dépendre et travailler en équipe, comme les penseuses travaillent avec les chirurgiens, les IADE avec les anesthésistes, eh bien, le biomédical devrait être également avec les chirurgiens. Actuellement, ce n'est pas le cas. Les ingénieurs biomédicaux sont totalement du côté administratif. Parce que c'était comme ça, il y avait d'un côté les médecins et de l'autre côté tous les autres. Alors il y a des directeurs qui sont tout à fait d'accord avec ça. Moi, pendant les 9 ans où j'étais chef de pôle, et alors je pense que ça pourra peut-être aider puisqu'elle est devenue maintenant conseillère du président, mais avec Anne-Marie Armenteras-Saxé, on avait régulièrement, Pierre Coria et moi, et elle et son sous-directeur, on se voyait 2 fois par semaine pendant 2 heures, tout le temps, pour décider, organiser des choses. Et je pense que c'est indispensable quand les gens se connaissent et se parlent entre eux, ça va beaucoup mieux et on peut changer les fonctionnements. Mais c'est pour ça qu'il faut que, à mon avis, ici on est à l'Académie de chirurgie, qu'on réfléchisse rapidement et qu'on fasse un plan écrit, structuré, en disant voilà les pistes de fonctionnement qu'on pourrait proposer. Et puis, comme toujours, il y a des trucs bien qu'on dira, d'autres qui ne seront pas acceptés. Il faut faire passer les messages et pas avoir un discours purement syndicaliste. Pourtant, j'ai été syndicaliste, je sais ce que c'est, mais pour essayer de faire fonctionner les gens ensemble. Si vous permettez, on va passer la parole à notre président, si vous voulez bien. D'abord, remercier bien sûr Olivier et François, parce qu'ils nous ont apporté non seulement leur expertise, à la fois leur analyse critique, mais en même temps des propositions. Et ça, c'est très important pour construire l'avenir. Mais pour construire l'avenir, nous avons affaire à nos patients et nous avons besoin de l'éthique médicale et que les systèmes prennent en compte la souffrance des autres, la non-exclusion des patients, la non-spécification des circuits en fonction de l'origine ou des problématiques infectieuses, etc. Il faut que l'éthique médicale intervienne pour réguler tout ça. Merci à Henri de bien vouloir prendre la parole.